Bienvenue à Minuit Mystère, où chaque murmure cache un secret. Ce soir, nous franchissons les murs du presbytère pour entrer dans un silence qui en sait plus qu'il ne le devrait. Un hymne brisé, une voix disparue et une vérité qui attend dans le silence. Allumez une bougie et laissez le mystère commencer. Le village de St. Mary Windham avait le don particulier de transformer même le silence en conversation. La plupart des soirs, c'était un calme serein tasse de thé contre soucoupe, le bourdonnement des abeilles qui s'attardent après leur heure, le grincement légèrement satisfait du portail du presbytère se refermant après les vêpres. Mais ce soir-là, le silence était différent, un silence pesant, comme si l'air lui-même avait entendu quelque chose qu'il ne devait pas répéter. Madame Price Ridley fut la première à le sentir, de la fenêtre de son salon, où des rideaux de dentelle l'encadrent, dans un silence scrutateur. Elle vit la lumière du bureau du vicaire allumée après 10 heures. C'était inconvenant. Des lumières sauces qui persistaient, après 10 heures, indiquent une agitation, mentale ou psychique. Elle le nota mentalement et se servit une dernière tasse de thé, se disant que c'était pour calmer ses nerfs. De l'autre côté de la place, Miss Marple était également réveillée, bien que sa lampe fût plus douce, moins accusatrice. Elle venait de poser son tricot, de la laine bleu pâle pour un châle de baptême qui n'atteindra probablement jamais son enfant, car la nièce de Miss Hartnell s'était enfuie la semaine précédente avec un libraire et contemplait maintenant la même place. Pour elle, la lumière du presbytère n'était pas seulement étrange, elle était menaçante. Quand on priait trop tard dans la nuit, c'était rarement au ciel qu'on s'adressait. À 10h30 précises, la cloche de Saint-Jude sonna une fois, doucement, comme gênée. Puis vint le son pas fort, mais assez aigu pour rompre le silence. Une vitre qui se brise, ou peut-être une tasse de thé qui tombe. Le genre de son qui fait bondir le cœur instinctivement, avant que l'esprit ne puisse raisonner. Au matin, la verdure semblait comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Des bouteilles de lait attendaient docilement devant les portes, et le facteur, avec sa joie sombre habituelle, faisait sa tournée. Seul le presbytère trahissait le secret de la nuit, la porte d'entrée entr'ouverte, le paillasson dérangé comme si quelqu'un était sorti précipitamment ou avait été porté. Ce fut la femme de ménage, Madame Finch, qui le découvrit. Elle n'était pas sujette à l'hystérie, habituée depuis longtemps aux états disgracieux des vivants et des morts, mais la vue du vicaire, étendu, immobile, sur le tapis de son bureau la fit trembler. Ses lunettes étaient toujours de travers sur son nez. À côté de lui, les éclats d'une tasse de thé brisée brillaient comme une accusation. Moins d'une heure plus tard, l'inspecteur Lake de Melchester est arrivé, un homme grand et courtois dont la patience s'amenuise toujours face à la politesse particulière des criminels villageois. On l'introduisit dans le salon où Madame Finch était assise, figée et désolée, et Miss Marple, appelée par instinct plus que par raison, prit place à ses côtés. Il semble, dit Lake, examinant la scène avec une gravité professionnelle, que le révérend soit tombé subitement malade. Aucun signe de lutte. Il regarda Miss Marple avec un air poli. Cause naturelle, je dirais. Cœur, peut-être. Le regard de Miss Marple se porta sur le plateau à portée du bureau. Il y avait une théière, 2 tasses, l'une cassée, l'autre à moitié pleine, et une petite assiette de biscuits au beurre. Elle se pencha. 2 tasses, inspecteur ? Oui, répondit Lake sèchement. Il devait attendre du monde, même si Madame Finch dit qu'il ne reçoit jamais après 20 heures. Tout à fait, murmura Miss Marple. Ses doigts effleurèrent le bord du plateau, puis s'arrêtaient au-dessus du couteau à beurre. Il était propre, trop propre, et il n'y avait qu'une seule soucoupe couverte de miettes. Dehors, la nouvelle s'était déjà répandue. À l'arrivée du docteur Haydock, la moitié du village était au courant, l'autre moitié faisait semblant de l'ignorer. Chez l'épicier, Madame Price Ridley parla sombrement de surmenage et de tension morale. À la poste, Madame Hartnell murmura qu'elle avait toujours pensé que le vicaire était trop bien pour ce monde. À midi, le chagrin avait laissé place à la curiosité. Qui avait partagé le thé avec lui à cette heure tardive ? Le presbytère n'avait qu'un seul manteau de visiteur sur sa patère, un manteau d'homme, usé et humide aux poignets. La pluie avait commencé juste après 10 heures. Miss Marple, debout près de l'âtre pendant que le connétable prenait des notes, se pencha pour récupérer quelque chose qui brillait faiblement près de la grille. C'était un petit bouton en laiton, gravé d'un léger contour de lyre, un curieux emblème, trop raffiné pour les vestes du vicaire. Elle le déposa délicatement sur la cheminée. « Objet perdu ?» demanda le gendarme en écrivant lentement. « Peut-être, »
répondit Miss Marple. Ou peut-être quelque chose laissé à la hâte. La différence est souvent morale, pas physique. L'inspecteur Lake leva les yeux, un sourire à moitié narquois. Vous pensez que c'est plus qu'une simple maladie, Miss Marple? Je pense, dit-elle presque gentiment, que la mort emprunte souvent les bonnes manières de la respectabilité. Mais les bonnes manières, comme les gants, peuvent cacher une tache. L'inspecteur fronça les sourcils, incertain s'il avait été insulté ou instruit. Dehors, une rafale de vent s'abattit sur la porte entr'ouverte, et les rideaux du bureau ondulaient comme un souffle. De quelque part au-delà du mur du cimetière parvient le faible tintement d'une sonnette de vélo, léger, incongru et étrangement synchronisé. Le regard de Miss Marple le suivit jusqu'au chemin qui menait à la manécanterie. Il y avait quelque chose dans cette direction, quelque chose dont elle se souviendrait plus tard, lorsque le village se mettrait à murmurer des noms et que le silence derrière le presbytère se mura en un chœur d'accusation. La sonnette du vélo s'éteignit, laissant derrière elle le bruissement des rideaux du presbytère et le tic-tac faible et irrégulier de l'horloge du bureau. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur la ruelle, puis se tourna de nouveau vers l'intérieur, vers la pièce, l'air, l'étrange propreté de l'ensemble. Une mort, aussi paisible soit-elle, devrait troubler quelque chose, mais ici, tout semblait avoir repris sa place trop facilement, comme si la scène avait été composée plutôt que découverte. L'inspecteur Lake dictait des notes à l'agent, d'un ton posé, légèrement ennuyé. Cause du décès à confirmer par le docteur Haydock. Signe préliminaire. Insuffisance cardiaque. Peut-être. Pas d'échymose. Pas d'effraction. Il marqua une pause, puis ajouta « Heure du décès. Entre 10 et 11 heures. » Madame Finch s'agita sur sa chaise. « Il n'était pas seul, monsieur. J'ai entendu des voix avant de rentrer. Pas fort, juste des conversations, à voix basse. J'ai d'abord cru à un cantique. » Le révérend répétait parfois son sermon. « Des voix ?» Lake se retourna brusquement. « Tu es sûr ?»« Je le suis, monsieur. J'ai même cru entendre le mot pardonner, mais je l'ai peut-être imaginé. » Miss Marple la regarda avec douceur. « On imagine rarement le pardon, Madame Finch. C'est un mot qui n'arrive généralement que lorsqu'on en a besoin. » Lake émit un léger son dédaigneux. « Pardonnez-moi, Miss Marple, mais les spéculations ne servent à rien. Le médecin réglera l'affaire bien assez tôt. » Pourtant, même lui semblait moins sûr de lui lorsque le docteur Haydock entra, chapeau à la main, et examina le corps avec la vive pitié d'une longue pratique. Après un bref examen, il se leva, les sourcils froncés. « Pas aussi simple qu'il y paraît, inspecteur. Du cœur, oui, mais avec un peu d'aide, je dirais. Il y a une odeur d'amande ici, faible, mais distincte. » Miss Marple inclina la tête. « Des amandes amères, docteur ?»« Exactement. Des traces de cyanure, peut-être. Mais on le saura après analyse. » L'agent déglutit bruyamment. Le crayon de Lake hésita au milieu d'un mot. « Du poison, alors ?» La réponse du docteur Haydock fut grave, probablement introduit dans son thé. « Vite, miséricordieux. Si miséricordieux est de mise. » Miss Marple jeta un nouveau coup d'œil au plateau de thé. La tasse cassée, le couteau propre. La seconde tasse est intacte, mais en attente. Elle parla doucement, presque pour elle-même. La clémence cache souvent la main de l'orgueil. C'est le masque le plus doux pour la cruauté. Personne ne lui répondit. Dehors, la ruelle bourdonnait de curiosité. Des visages s'agitèrent d'un feu brièvement à la porte avant que la bienséance ne les fasse reculer. Le village, tel un cœur ayant oublié son rythme, attendait des instructions sur la manière de faire son deuil. Une fois le corps emporté et l'enquête de l'inspecteur menée au salon, Miss Marple resta sur place. Le bouton de cuivre reposait toujours sur la cheminée. Elle le ramassa et le fit tourner entre ses doigts gantés. La lyre était délicatement gravée, ses cordes presque invisibles. « Musical », murmura-t-elle, « et pas local. » Son regard se porta sur le porte-parapluie où un léger filet d'eau marquait le parquet. De l'eau de pluie, fraîche. Un visiteur qui n'était pas resté longtemps. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rentre chez elle par le chemin, sa petite silhouette presque perdue parmi les haies. La pluie était revenue en fine brume, ternissant les couleurs du village en nuances de gris moral. Elle passa devant la manécanterie où de faibles chants s'échappèrent de l'intérieur, les garçons répétant l'hymne du dimanche, leur voix s'élevant dans une harmonie incertaine. Le son était doux, mais une note légèrement aiguë en perturbait l'accord. Pour Miss Marple, cette dissonance était révélatrice. Dans la vie, comme en musique, un seul faux ton pouvait révéler la vérité d'une âme. Au bureau de poste, Madame Hartnell l'interpella. « Trop grave, mademoiselle Marple. »
Pauvre révérend, on dit qu'il a lâché. » Elle baissa la voix. « Mais entre nous, certains pensent qu'il n'était pas seul cette nuit-là. Un monsieur a été aperçu à vélo quittant l'allée du presbytère. » « Vraiment ?» Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. « Qui était-ce, je me le demande. Ils ne savent pas. Manteau sombre, casquette baissée. C'était peut-être Monsieur Pembroke de la manécanterie, ou ce nouveau bedeau. Mais à mon avis, je n'ai jamais fait confiance à un homme qui fredonne en balayant. » Miss Marple sourit faiblement. « Le fredonnement peut être un signe de conscience, Madame Hartnell. Il comble les silences gênants. » De retour chez elle, elle posa son châle mouillé et prit son thé près de la fenêtre, son esprit retraçant les détails de la journée comme les points d'un tissu usé. Le révérend avait été aimé, bien que pas entièrement compris. Un homme bon, mais étrangement réservé. Il y avait eu cette curieuse affaire du mois dernier avec les comptes de la paroisse, réglée discrètement mais pas oubliée, et les visites murmurées d'une dame de Melchester, quelqu'un lié à la musique, selon la servante du presbytère. Miss Marple remuait distraitement son thé, percevant le bruit de la cuillère contre la tasse régulier, rythmé, d'un calme trompeur. Les apparences, pensa-t-elle, pouvaient être aussi polies que l'argent. Pourtant, sous la surface, la nature humaine teintait et craquait comme de la porcelaine sous tension. Le crépuscule était tombé lorsqu'elle remarqua un mouvement sur la pelouse, une ombre se glissant derrière le mur du cimetière. Trop imposante pour un garçon, trop rapide pour une personne en deuil. La pluie s'était calmée, laissant l'herbe luisante de lumière. Quelque part, une chaîne de vélo claquait faiblement, faisant écho à la cloche du matin. Miss Marple se leva lentement, la main posée sur l'accoudoir de son fauteuil. Le silence qui s'était installé au presbytère se répandait, se propageant dans les chaumières comme une question à laquelle personne n'osait répondre. Quelque part derrière, elle sentait une faible impulsion d'intention, froide, patiente, réfléchie. Et dans ce silence, elle savait que la véritable enquête ne faisait que commencer. L'horloge de l'église sonna 6 heures, un son sourd et incertain, comme si même le mécanisme hésitait à s'immiscer dans le chagrin. Miss Marple se tenait à sa fenêtre, l'air plus immobile que paisible. L'ombre qu'elle avait aperçue se mouvoir derrière le mur du cimetière avait disparu, mais son impression, furtive, délibérée, persistait comme un arrière-goût métallique. Elle serra son châle plus fort sur ses épaules, puis traversa la pièce pour aller chercher son manteau. Certaines choses, pensait-elle, appréhendent mieux en compagnie des vivants, avant que les morts ne commencent à trop en dire. Au presbytère, l'inspecteur Lake se tenait debout avec le docteur Haydock sur le chemin de ronde, leur conversation s'effectuant sur ce ton bas et prudent que les hommes adoptent lorsque la formalité doit masquer l'incertitude. Un agent de police avait déjà établi un périmètre discret, même si, dans un village comme St. Mary Windham, la discrétion n'existait pas. La moitié de la paroisse avait inventé ses propres théories avant le petit déjeuner. Miss Marple arriva avec sa modestie habituelle, le pas léger, et son salut suffisamment poli pour désamorcer l'irritation. « J'espère, dit-elle doucement, que je ne m'immisce pas dans les affaires officielles. » Lake eut un léger sourire. « Vous vous imposez rarement, Miss Marple. Vous apparaissez simplement quand l'atmosphère s'épaissit. »« Ah, répondit-elle, mais il faut parfois tester l'air avant qu'il ne devienne irrespirable. » Le docteur Haydock parut amusé. « Elle a raison, Lake. Vous irez plus loin en ne laissant flairer que la moitié de vos agents réunis. » Lake soupira et ouvrit son carnet. « Très bien. Puisque vous êtes là, vous pourriez peut-être m'aider à y voir plus clair. » Il désigna la fenêtre du bureau du vicaire. « Nous avons trouvé des empreintes de pas fraîches à l'extérieur du rebord. Petites, étroites, probablement celles d'une femme. Madame Finch affirme ne jamais utiliser ce chemin latéral. On verra si le sol nous en apprend davantage. » Miss Marple scruta pensivement le sol. La pluie avait estompé les empreintes, mais le motif restait à peine. Visible un talon modeste et une fine semelle de cuir. Pas des chaussures de villageois, dit-elle doucement. Trop bien taillées, quelqu'un qui marche plus sur les trottoirs que sur la terre. Lake hocha la tête. C'est bien ce que je pensais. Mais quelle femme irait voir le curé à 10 heures du soir? Quelqu'un avec un fardeau, peut-être, murmura Miss Marple. Ou quelqu'un qui rend ce qui n'aurait jamais dû être pris. À l'intérieur de la maison, le salon affichait cette propriété particulière qui suit une tragédie, celle qui naît non de l'ordre, mais de l'évitement. La servante avait épousseté autour de l'absence. Sur la table se trouvait une lettre, à moitié terminée, l'encre encore légèrement humide dans le puits. Lake la désigna d'un geste. « J'ai trouvé ceci parmi ces affaires. Pas d'adresse, pas de salutation. On dirait plus des notes qu'une lettre. »
Miss Marple se pencha. Les mots étaient nets mais pressés, comme écrits avec effort vérité, pardon devoir, impossible de rester silencieux, après la réunion de chorale. La plume avait légèrement traîné sur le dernier vers, l'encre noircie par l'hésitation. Après la réunion de la chorale, répéta doucement Miss Marple. C'était mardi dernier, je crois. Madame Larkin en a parlé au thé. Elle a dit que le nouveau chef de chœur était un test. Monsieur Pembroke demanda Lake. Oui, je lui ai parlé. Un homme charmant, quoique un peu évasif. Il prétend que le vicaire semblait distrait ces derniers temps. La distraction, dit Miss Marple, est souvent le dernier refuge d'une conscience à moitié éveillée. Tandis qu'il parlait, la servante entra, portant un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft. « Pardon, monsieur. C'était dans la boîte aux lettres du révérend ce matin. Pas d'adresse de retour, juste son nom. » Lake le déballa avec précaution. À l'intérieur se trouvait un recueil de cantiques, très usé, la tranche fendue, et, entre les pages, un bout de papier plié. Miss Marple le regarda le déplier. L'écriture était différente de celle du vicaire, bouclée, féminine, maîtrisée. Elle contenait un seul vers des psaumes qui montra la montagne du Seigneur, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. « Piété anonyme », murmura Lake. « Nous ajouterons à la pile des curiosités. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. Pas anonyme, inspecteur, mais confessionnel. On choisit souvent un vers moins pour sa sainteté que pour sa culpabilité. Ils furent interrompus par l'arrivée de Madame Price Ridley, vêtue d'indignation et de crêpe noire. « Je dois protester, inspecteur, déclara-t-elle avant de franchir le seuil. Une tragédie comme celle-ci exige une grande clarté morale. Le révérend était un homme de principe. J'espère sincèrement que vous n'entretenez pas de théories sordides. » Lake garda son calme. « Nous établissons simplement les faits, madame. » « Eh bien, renifla-elle, les faits sont rarement aussi respectables qu'ils devraient en l'être. » Son regard se porta sur Miss Marple. « Et je suppose que notre chère Jane aura ses idées, comme d'habitude. » Miss Marple sourit avec une sérénité exaspérante. « J'essaie, Madame Price Ridley, de garder mes idées claires et ma conscience tranquille. » Madame Price Ridley s'en alla dans un silence offensé, laissant derrière elle un léger parfum de violette et d'autosatisfaction. Lake exhala bruyamment. C'est le genre de personne qui cache sa vertu derrière des rideaux de dentelle. « Elle cache de la peur, inspecteur, » corrigea doucement Miss Marple. « La peur de ce qui pourrait se passer si la respectabilité lui faisait défaut. » Les ombres du soir s'étendèrent sur le bureau, effleurant le plateau abandonné où se trouvaient encore les 2 tasses. Miss Marple s'arrêta une fois de plus, traçant le bord de la tasse intacte. Un léger résidu s'accrochait à son bord, noirci comme une ternissure. « Les feuilles de thé racontent des histoires, vous savez, » dit-elle, presque avec fantaisie, « mais elles ne les racontent jamais 2 fois. » Lake leva les yeux, ce qui veut dire seulement que quelqu'un a versé cette coupe, mais ne l'a jamais bu. La culpabilité, j'ai constaté, perd souvent son appétit. Lorsqu'elle quitta le presbytère, l'air s'était rafraîchi et n'était plus qu'un silence humide. La verdure était déserte, à l'exception de la faible lueur des fenêtres de la manécanterie. À travers elle flottait le même hymne qu'elle avait entendu plus tôt des voix pures, chantant la miséricorde. Mais une voix, plus aiguë et plus ténue que les autres, s'éteignit à mi-chemin, rompant l'harmonie. Miss Marple s'arrêta sur la route, tendant l'oreille. Entre cette fausse note et le bouton de cuivre encore dans sa poche, une compréhension silencieuse commence à se dessiner. Le silence qui régnait au-delà du presbytère, pensa-t-elle, n'était pas dû au chagrin, c'était de l'attente. La dernière note du cantique trembla et se tut, laissant le village à nouveau enveloppé dans ce calme étrange qui semblait s'épaissir d'heure en heure. Miss Marple resta un long moment à l'orée de la verdure, sa petite silhouette encadrée par le crépuscule argenté. Les fenêtres de la manécanterie brillaient doucement à travers la brume, et derrière leur lueur apparut un éclat de rire. Trop soudain, trop léger pour le deuil. C'était un rire propre à ceux qui voulaient paraître innocents. Elle commença à marcher vers le bruit, ses chaussures s'enfonçant légèrement dans la terre humide. La manécanterie, une austère maison géorgienne transformée en paroisse, jouxtait le cimetière. Ses murs couverts de lierre exhalaient la pluie du jour. Par la porte entr'ouverte flottait une odeur de cirage, de craie et, plus faiblement, de tabac. Quelqu'un s'était attardé après la répétition. À l'intérieur, le couloir était bordé de vieilles photographies d'enfants de chœur, solennels en soutane, le visage brouillé par le temps. Des pas approchaient, légers, vifs, sûrs d'eux. M. Pembroke apparut, grand et bien habillé, son expression mêlant charme et fatigue,
propre aux hommes qui vivent de la performance. « Mademoiselle Marple, dit-il en ajustant son bouton de manchette, vous êtes rentrée assez tard pour notre paroisse endormie. Vous venez inspecter nos péchés musicaux ?» Son sourire était doux. « Pas de péché, monsieur Pembroke, juste des notes légèrement désaccordées. J'ai entendu votre répétition. » Il eut un petit rire. « Oui, les garçons sont à vif cette saison. » Le révérend insistait pour que nous chantions ce nouvel arrangement affreux pour Pâques. Il avait un faible pour le moderne. « Ah, dit doucement Miss Marple, et vous ne l'avez pas fait ?» Il hésite. « Disons que nos goûts divergeaient. La musique, comme la théologie, attire plus les égaux que les anges. » Son regard se porta brièvement sur une porte de bureau fermée. « Excusez-moi, je faisais juste du rangement. » Sur le bureau derrière lui se trouvait un recueil de cantiques, ouvert sur le même psaume que Miss Marple avait lu le matin même. Une violette pressée marquait la page. Son regard s'attarda, mais elle ne dit rien. Elle chercha plutôt un fil de conversation poli. « J'ai entendu dire que le révérend attendait une visite ce soir-là. » Le visage de Pembroke s'est teinté d'inquiétude. « Oui, c'est vraiment malheureux. N'importe qui aurait pu passer. Il donnait souvent des conseils aux paroissiens en privé. Je l'ai vu pour la dernière fois cet après-midi. Il semblait fatigué, distrait. » Miss Marple hocha la tête. La distraction peut être un déguisement utile. Elle permet de paraître accablé par la vertu plutôt que par la peur. La remarque flottait dans l'air, ni invitation ni accusation. Pembroke esquissa un sourire forcé. « Vous parlez comme quelqu'un qui en a trop vu des deux. »« Peut-être, » murmura-t-elle, « mais je trouve que les gens qui se targuent d'harmonie ont souvent l'oreille attentive à la dissonance. » Avant qu'il puisse répondre, des pas résonnèrent dans la cage d'escalier. C'était le bedeau, M. Cotterell, un homme corpulent aux sourcils pâles et à l'air anxieux, en perpétuelle quête de pardon. Il se figea en les voyant ensemble. « Bonsoir, monsieur Pembroke. Mademoiselle Marple. »« Bonsoir, dit aimablement Miss Marple. Vous étiez au presbytère hier, je crois ?» Il cligna rapidement des yeux. « Oui, madame, juste avant le dîner. J'ai déposé les draps du dimanche. Le révérend a dit qu'il m'accompagnait, mais il est rentré. Il a dit qu'il avait de la visite. C'est tout ce que je sais. » Ses mains tournèrent dans sa casquette. La voix de Pembroke, soudain plus froide, intervint. « L'agent a déjà interrogé tout le monde, Cotterell. Inutile de répéter. »« Oui, monsieur. » Le bedeau hocha la tête et recula précipitamment dans le couloir. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, Miss Marple parla avec une curiosité discrète. Il semble inquiet. Pembroke haussa les épaules. Il est inquiet pour tout. Il s'excuse auprès des meubles. Pourtant, dit Miss Marple, ses yeux dérivant vers la fenêtre, il est curieux de voir à quel point la culpabilité rend même l'innocence maladroite. Elle quitte l'école peu après, plongeant dans la pénombre humide. Les lampes du cimetière étaient allumées, leurs halos accrochant la brume comme un souffle. De l'autre côté du chemin, elle aperçut une silhouette familière, Madame Finch, la femme de ménage, debout près du portail, comme déchirée entre la peur et le devoir. « Oh, Miss Marple !» murmura-t-elle lorsqu'on l'aborda. « J'ai pensé qu'il valait mieux en parler à quelqu'un. Ce matin, en balayant le bureau, j'ai trouvé ceci sous la commode. » Elle ouvrit la main pour révéler un fin ruban de soie bleu pâle, effiloché à une extrémité. Pas celui du révérend, j'en suis sûr. Et il sentait légèrement l'eau de lavande. Miss Marple l'accepta délicatement. « Vous avez bien fait, Madame Finch. C'est un ruban de dame, certes, mais pas celui d'une jeune femme. Le tissage est trop fin. Les femmes plus âgées s'accrochent à ce genre de bijoux bien après que la mode les ait abandonnés. » Madame Finch semblait mal à l'aise. « Vous ne pensez pas que c'est celui de Madame Price Ridley, si ? » « Je pense, dit doucement Miss Marple, que beaucoup de gens portent la bienséance comme un ruban qui cache l'effilochage en dessous. » Au moment de leur séparation, la cloche de St. Jude sonna le quart d'heure, son timbre assourdi par le brouillard. Miss Marple se tourna vers sa maison, le ruban plié dans sa main gantée. Ses pensées ne se portèrent pas sur le vicaire, mais sur la nature même du secret, celui qui se drape de vertu jusqu'à ce qu'il commence à pourrir de l'intérieur. Devant son portail, elle s'arrêta. Une silhouette attendait dans l'allée, à moitié enveloppée par la brume. C'était l'inspecteur Lake. Il leva son chapeau. « Bonsoir, mademoiselle Marple. J'allais justement vous rejoindre. Il y a eu un incident à Melchester, le révérend a effectué un petit retrait bancaire la veille de sa mort. Important et en espèces. Savez-vous, par hasard, ce qu'il aurait bien pu vouloir avec 50 livres ?» Ses sourcils se haussèrent légèrement. 50 livres. C'est une sorte d'aveu, inspecteur. On retire rarement de telles sommes de vertu. Lake eut un léger rire. « Tu me donnes l'impression de réciter un sermon. Peut-être,
répondit-elle doucement. La différence réside seulement dans l'auditeur. Il semblait sur le point de poursuivre sa phrase, mais un bruit provenant du cimetière l'interrompit, un léger bruit métallique, comme une chaîne de portail qui tombe. Miss Marple se tourna vers lui, les yeux plissés. La brume s'épaissit, engloutissant la lumière. « Je pense, dit-elle, doucement, que le village a décidé qu'il était temps de fermer ses portes pour la nuit. Mais alors même qu'elle parlait, elle était certaine qu'une de ses portes s'était déjà fermée sur quelque chose de bien plus sombre que le sommeil. Le bruit de la chaîne du portail résonnait faiblement dans l'air, une ponctuation métallique à la tension silencieuse qui régnait sur la verdure. L'inspecteur Lake se tourna instinctivement vers le cimetière, le faisceau de sa torche perçant la brume. La lumière accrocha des gouttelettes en suspension dans l'air, les transformant en brèves constellations avant de se dissoudre à nouveau. Miss Marple le suivit à un rythme plus lent, son calme imperturbable, le regard attentif aux petites vérités que les lampes ne révélaient jamais. Ils trouvèrent le portail latéral entr'ouvert, sa chaîne retombant sur le gravier. Au-delà, le chemin serpentait vers la porte de la sacristie. La terre était humide, fraîchement remuée. Lake se pencha pour l'examiner. « Des empreintes de pas, dit-il. 2 séries. L'une plus claire, récente, l'autre plus profonde, plus ancienne. » Sa main effleura un morceau de ruban accroché à la charnière, de la soie bleu pâle, dont l'extrémité effilochée était reconnaissable entre 1000. « Curieux, murmura Miss Marple. Les rubans ont tendance à revenir à leur propriétaire, même quand leur conscience le leur interdit. Lake lui lança un regard perçant. « Tu as déjà vu ça ?»« En quelque sorte, répondit-elle. La fragilité humaine a tendance à suivre des schémas familiers, même si les couleurs varient. À l'intérieur de la sacristie, l'air était froid et légèrement parfumé d'encaustique et de moisie. Une seule bougie brûlait au fond, oubliée après les vêpres, sa flamme s'éteignant presque complètement. Des papiers étaient éparpillés sur la petite table en chêne, et un tiroir était entr'ouvert, comme ouvert à la hâte. Lake redressa une feuille du bord de son gant. « Les listes de présence à la chorale », murmura-t-il. Mais ceci. Il sortit une enveloppe cachée de dessous, adressée à l'évêché, non affranchie, laissée prête à être postée. Miss Marple lut la première ligne visible à travers le papier fin, une affaire de conscience concernant la conduite d'une personne sous ma garde. Elle ne dit rien, bien qu'un léger resserrement de son expression suggérait une certaine réflexion. « Il est remarquable, murmura-t-elle, de voir combien de fois la vertu se trouve interrompue avant même que la confession soit complète. » Ils quittèrent la sacristie en silence. Du côté de la place parvient un son étouffé de voix, anxieuse, curieuse. Un petit groupe de villageois s'était rassemblé malgré l'heure, Madame Price Ridley, enveloppée dans son châle telle une armure morale, le docteur Haydock allumant sa pipe avec une impatience farouche, et le jeune monsieur Pembroke émergeant du brouillard avec une lanterne. Son regard alla de Miss Marple à l'inspecteur d'un regard vif et inquiet. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il. « Seulement que quelqu'un semble avoir fait une petite promenade tardive dans le cimetière, » dit Lake d'un ton neutre. « Peut-être pour se donner bonne conscience. » Le rire de Pembroke était bref, cassant. « J'étais à la manécanterie toute la soirée, inspecteur. Demandez à n'importe qui. » Son ton exprimait l'empressement d'un homme trop prompt à se laisser croire. Le docteur Haydock exhala de la fumée et le regarda avec un amusement ironique. « On est tous passés par là, jeune homme. La question est toujours de savoir avec qui. » Madame Price Ridley se hérissa. « Vraiment, docteur, le vicaire n'a pas froid aux yeux et vous balancez des insinuations comme un colporteur de ragots. Les ragots, dit-il, ne sont que la vérité sans ses chaussures. » La voix douce de Miss Marple calma la querelle. « Peut-être, dit-elle, devrions-nous laisser l'inspecteur faire son travail. En temps de crise, la conversation sert souvent à masquer la peur. » Lake lui adressa un léger signe de tête en signe de gratitude. Les villageois se dispersèrent lentement en murmurant. Seule Miss Marple resta, le regard pensif fixé sur le livre de cantiques que Pembroke tenait toujours dans sa main. Lorsqu'il remarqua son regard, il le cacha rapidement sous son manteau et lui souhaita une bonne nuit glaciale. Plus tard, lorsque la place fut à nouveau déserte, Miss Marple et Lake se tenaient près du porche. Le brouillard se resserrait, rendant chaque lampe solitaire et discrète. « Je ferai sceller la sacristie jusqu'au matin, dit-il. Quoique le révérend ait voulu envoyer, cela pourrait expliquer son visiteur. » Miss Marple inclina légèrement la tête. « Ou sa peur, inspecteur. Il y a une différence, même si les deux ont souvent la même adresse. » Il sourit faiblement. « Tu parles comme si la peur était un locataire. »« C'est vrai, répondit-elle doucement.
Il loue les chambres que la conscience laissait vacantes. Elle lui souhaita bonne nuit et rentre chez elle, d'un pas calme, ses pensées s'organisant tranquillement. Le ruban, la lettre, la tasse de thé non partagée, tout semblait former un motif d'intimité trahie, même si l'on ne savait pas par qui. Dans son salon, le feu s'était éteint, projetant de longues ombres sur son panier à tricot. Elle déposa le ruban dans un petit plat sur la cheminée, où gisait déjà un assortiment de bibelots boutons, fils, un fermoir de broches cassées, autant de vestiges d'affaires passées, chacun un souvenir de ce que la décence humaine pouvait dissimuler. Le sommeil ne vient pas facilement. Le village semblait agité cette nuit-là. Un chien aboya une fois, puis se tut. Quelque part près du bureau de poste, un volet grinça et se referma. Quand enfin le regard de Miss Marple commença à errer, un léger coup frappé la fit sursauter. Elle se leva, enveloppa son châle et ouvrit la porte. Madame Finch se tenait là, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Je suis désolée, mademoiselle Marple, je ne savais pas où aller. Quelqu'un est encore entré au presbytère. J'ai vu une lumière, tout à l'heure, dans le bureau. » L'esprit de Miss Marple s'éclaira instantanément. « Vous en êtes certaine ? Aussi certain que je suis que les morts n'allument pas de lampe, madame. » Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour au pré. Le presbytère était silencieux, mais visiblement plongé dans l'ombre. Un mince filet de lumière s'échappait sous la porte du bureau. Lake fut rapidement appelé, toujours en manteau, son revolver au holster, mais la main ferme. Ensemble, ils entrèrent. Le bureau sentait légèrement la laine humide et la cire de bougie. Une lampe brûlait sur le bureau. Par terre, près de la fenêtre, un petit objet métallique brillait. Miss Marple se pencha et le ramassa un bouton de manchette en argent, gravé du même emblème de lyre que le bouton de laiton précédent. Ses doigts se refermèrent doucement autour, comme s'il s'agissait d'une vérité délicate, encore à exprimer. Du couloir parvint un bruit de pas précipités, puis le grincement de la porte d'entrée. Lake s'avança le premier, mais Miss Marple se contenta de soupirer. « Inutile de vous presser, inspecteur, dit-elle doucement. Qui que ce soit, il se fuit lui-même depuis bien plus longtemps que nous. » L'horloge sur la cheminée sonna minuit, solennelle et précise. Dehors, le vent agita de nouveau les rideaux, et le silence s'épaissit au-delà du presbytère, comme si le village lui-même retenait son souffle. L'écho de la porte qui se refermait s'estompa, plongeant le presbytère dans un silence si tendu qu'il semble presque délaissé. L'inspecteur Lake traversa l'entrée, ne trouvant que le faible courant d'air nocturne comme preuve que quelqu'un était bel et bien passé par là. Il marmonna quelque chose dans sa barbe. Exaspération, malaise, tandis que Miss Marple restait près du bureau, son regard parcourant la pièce avec une précision posée. La lampe vacilla une fois, révélant un infime déplacement, une chaise légèrement reculée, le bord d'un tiroir entr'ouvert, un coin de papier dépassant d'un registre. C'était le genre de désordre qui annonçait non pas la curiosité, mais la connaissance. Quelqu'un en quête de quelque chose dont il soupçonnait déjà l'existence. Lake se pencha à côté d'elle. « Ils n'ont rien pris d'évident, à moins que vous ne comptiez une poignée de ma patience. » Miss Marple sourit faiblement. « Les cambriolages concernent rarement des objets dans les villages, inspecteur. C'est généralement la réputation qu'on essaie de voler ou d'effacer. » Il jeta un regard perçant autour de lui. « Tu crois que c'était à propos de la lettre à l'évêque ? » « Je pense, répondit-elle, que les lettres peuvent se mourir aussi, silencieusement que leurs auteurs, et souvent pour la même raison. » Sous le registre se trouvait une page déchirée d'un journal intime, écrite de la main soignée du révérend. Seul un fragment restait lisible. Si la vérité éclate, elle doit éclater doucement. Sinon, elle ruinera plus d'une âme. Lake l'embauche d'un air sombre. Chaque fois que je pense que cette affaire ne peut pas devenir plus obscure, elle me fait plaisir. L'attention de Miss Marple s'était portée sur le tapis du foyer, où des gouttes de boue parsemèrent le tissu en un arc particulier. Il, ou elle, est rentré du cimetière, observatoire. Aucune chaussure n'a été laissée près de la porte. Quoi que ce soit, il souhaitait que la visite reste discrète et que la conscience soit tranquille. L'inspecteur s'accroupit pour les examiner. Petit pas, étroit, une femme peut-être. « Oui, acquiesça doucement Miss Marple, même si j'ai connu des hommes au pas tout aussi délicats, lorsqu'ils portèrent la culpabilité au lieu du poids. » Un léger bruit les interrompit, un craquement dans l'escalier. Lake porta la main à son revolver, mais Miss Marple leva simplement un doigt apaisant. « Tous les fantômes ne descendent pas, dit-elle doucement. » L'instant d'après, Madame Finch apparut, sa robe de chambre serrée contre elle. « Oh, je ne pouvais pas rester à la maison, monsieur, murmura-t-elle. Je l'ai senti. Quelqu'un ici, qui marchait encore dans les couloirs, comme hier soir,
avant qu'il ne le trouve. Je jure avoir entendu ses pas. » Lake la rassura gentiment, mais Miss Marple remarqua les mains tremblantes de la femme et autre chose, une trace de suie sur sa manche. « Madame Finch, dit-elle gentiment, vous allumez les feux, n'est-ce pas? Le bureau était-il froid à votre arrivée ce matin ?» La femme de ménage fronça les sourcils, songeuse. « Non, madame, pas vraiment froid, comme s'il avait brûlé peu avant mon arrivée. » Le regard de Lake croisa celui de Miss Marple. « Quelqu'un essaie de détruire quelque chose, alors, ou pour réchauffer un souvenir avant qu'il ne se fige, dit-elle doucement. On brûle ce qu'on aime, inspecteur, ou ce qu'on ne peut plus affronter. » Dehors, la faible couleur de l'aube commençait à glisser dans la brume. Elle révélait des silhouettes sur la verdure des villageois s'éveillant plus tôt que d'habitude, les ragots ne demandant pas de sommeil. Lorsqu'ils quittèrent le presbytère, la nouvelle leur avait déjà échappé. Madame Price Ridley attendait près du portail, comme si la confession risquait de lui échapper si elle ne l'intercepte pas. « Vous rendez donc encore, inspecteur, dit-elle d'un ton malicieux. On se demande combien de temps une paroisse peut supporter de tels troubles. La mort du révérend a été suffisamment tragique. J'espère que vous ne suggérez pas de scandale. » « Le scandale, dit Lake sèchement, suggère qu'il reste quelque chose à protéger. » Miss Marple hocha la tête avec courtoisie. « Il est tout à fait naturel de s'inquiéter, Madame Price Ridley. Les secrets font de mauvais voisins, ils écoutent quand il ne faut pas et parlent quand on s'y attend le moins. » Les yeux de la femme lancèrent des éclairs, puis s'adoucirent. « Eh bien, je suppose que vous ferez ce qu'il faut. C'est juste que les gens parlent. On dit que le pauvre M. Pembroke a été interrogé. Vous savez comment les langues se délient. » Lake haussa les sourcils. « Vraiment ? Oh, en effet. Même si je suis sûr que c'est absurde. Pourtant, c'était un bel homme, et la beauté est toujours source de malentendus. Surtout quand certaines femmes préfèrent seule la compagnie des leçons de musique aux écritures. » Le ton de Miss Marple était presque distrait. « Ah oui, la musique. Elle a le don de révéler notre véritable tonalité, n'est-ce pas ?» Madame Price Ridley hésita, incertaine d'avoir été acceptée ou gentiment moquée. Elle recula vers son portail en marmonnant des propos sur la déchéance morale. Lorsqu'elle est partie, Lake expira. « Vous avez un don, Miss Marple. Vous laissez les gens se condamner eux-mêmes, tout en pensant vous témoigner de la compassion. C'est juste que la nature humaine, comme la musique, doit parfois être accordée, dit-elle. Sinon, la discorde devient insupportable. » Ils traversèrent ensemble la prairie en direction du cottage de Miss Marple. Alors qu'ils approchèrent de son portail, elle s'arrêta, les yeux plissés par la haie. Quelque chose de petit brillait parmi les feuilles, un dé à coudre en argent, terni par l'humidité. Elle se baissa pour le récupérer et le retourna dans sa paume. « C'est bizarre, murmura-t-elle. J'ai toujours trouvé que les outils de couture étaient utiles quand il fallait raccommoder. Peut-être que quelqu'un ici essaie de recoller les morceaux d'une vérité déchirée. » Lake l'observa avec curiosité. « Tu repenses encore à ce ruban ?»« Je pense, dit-elle doucement, que la tromperie est très souvent domestique. Elle commence au foyer, pas en chair. » Il prit une note dans son carnet, même si elle savait qu'il ne la suivait pas tout à fait. La lumière du matin perçait maintenant, baignant le vert de sa pâleur. De l'autre côté du chemin, la porte de la manécanterie s'ouvrit, et M. Pembroke en sortit, le visage pâle, les yeux creusés par le manque de sommeil. Il hésita en les voyant, puis se retourna brusquement pour rentrer. Miss Marple regarda la porte se refermer. Sa voix était douce, mais elle avait du poids. « Quand les gens évitent l'aube, inspecteur, c'est que la lumière du jour les a pris au dépourvu. » Lake hocha lentement la tête, suivant son regard. On lui parlera alors, correctement cette fois. La brise changea, portant une légère odeur de brûlé, une fumée, lointaine mais distincte, provenant du cimetière. Miss Marple tourna aussitôt la tête. Lake l'a attrapée aussi. « Ce n'est pas un incendie, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, l'air indéchiffrable. « Non, inspecteur, pas le feu. Juste quelqu'un quelque part qui essaie de s'assurer que le passé reste enterré. » Le filet de fumée grise s'enroulait au-dessus du mur du cimetière, faible mais déterminé, comme si le secret lui-même avait pris forme physique. L'inspecteur Lake s'avança d'un pas rapide, le gravier se dispersant sous ses bottes. Miss Marple le suivit avec une détermination tranquille, son pas lent mais inébranlable, telle une silhouette qui avait déjà pressenti le bout du chemin. Ils atteignirent l'extrémité du terrain de Saint-Jude, là où les pierres couvertes de mousse s'inclinent vers l'intérieur. Là, près de la remise à outils désaffectée, un petit feu couvait. Il était presque éteint, alimenté seulement par des feuilles de cantique humides et des fragments de correspondance calcinée. L'odeur du papier brûlé était d'une étrange douceur,
une odeur de culpabilité revêtue de sainteté. Lake piétina les restes d'une voix rauque. Quelqu'un est venu il y a quelques minutes. Ils ont brûlé quelque chose qu'ils n'osaient pas poster. Miss Marple se pencha gracieusement près des cendres, les parcourant du regard jusqu'à trouver un coin de papier encore intact. Il portait une légère empreinte d'encre de machine à écrire le bien moral de la paroisse confiée. Elle le plia soigneusement, ses doigts gantés fermes. « La lettre de l'évêque », murmura-t-elle. « Il semble que notre aspirant confesseur ait préféré l'absolution par le feu. » Lake se passa une main dans les cheveux, exaspéré. « Encore Pembroke, tu crois ? Il a un mobile suffisant si le vicaire veut le démasquer. » Elle y réfléchit, son expression presque maternelle. « Motif est rarement solitaire, inspecteur. Il aime la compagnie, la peur, l'orgueil et, de temps à autre, une affection déplacée. » La porte de la remise à outils s'ouvrit brusquement, révélant M. Cottrell, le bedeau, le visage pâle comme un fantôme. « Oh, vous m'avez fait une frayeur. Je cherchais juste mon balai. Je ne vous avais pas vu. » Le ton de Lake se calma instantanément. « Que fais-tu des incendies à l'aube ? » ?»« Des incendies ?» Le regard de l'homme se posa sur les cendres. « Par pitié, je ne l'ai pas allumé. Je suis venu chercher le balai, comme je l'ai dit. Il y a de la rosée partout sur le chemin. » Miss Marple se redressa. « Mon Dieu, quelle diligence avant le petit déjeuner !» Le révérend devait être fier d'un tel dévouement. Cottrell rougit. « Je ne fais que mon devoir, madame. Je l'ai toujours fait. Il le savait. »« En effet, » dit-elle doucement, « j'imagine qu'il s'y est fié, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. » La bouche du bedeau s'ouvrit comme pour protester, mais ses paroles vacillaient. Il marmonna quelque chose à propos du nettoyage de la nef et s'éloigna rapidement, la démarche étant inégale, comme si le sol lui-même était devenu traître, sous ses pieds. Lake le regarda disparaître parmi les pierres tombales. Il ment. Miss Marple hocha la tête. Oui, mais peut-être pas à propos de l'incendie. C'est une chose étrange avec l'honnêteté qui se cache souvent sous de petits mensonges, comme de la dentelle sur un bleu. Ils retournèrent vers la verdure, les premières lueurs du matin se détachant sur la brume. La cloche de la chorale sonna au loin. 1 heure trop tôt. Aucune mélodie, juste l'urgence. À leur arrivée, la petite cour était en effervescence. Pembroke se tenait près des marches, son manteau enfilé à la hâte, les cheveux humides de pluie ou de sueur. Dès qu'il les vit, son sang-froid se brisa. « Inspecteur, mademoiselle Marple, vous n'avez pas le droit de débarquer ici à nouveau. Mes élèves sont déjà assez effrayés comme ça. » L'expression de Lake reste calme. « Alors peut-être apaiseras-tu leur peur en leur expliquant ce que tu faisais au cimetière avant l'aube. » Pembroke se figea. « Le cimetière ? Ne soyez pas absurde. J'étais là toute la matinée. » L'un des enfants de chœur, petit et sérieux, tira sur sa manche. « Pardon, monsieur, » dit-il timidement, « mais vous êtes sorti. Quand la cloche a sonné 6 heures, on vous a vu par la fenêtre. » Le silence qui suivit était lourd du faible bruit de leur respiration accélérée. Les mains de Pembroke se crispèrent sur l'épaule du garçon. Trop fort. Les enfants imaginent des choses, dit-il d'une voix cassante. Miss Marple s'avança d'un ton presque bienveillant. Les enfants imaginent rarement ce qu'ils ne comprennent pas déjà, monsieur Pembroke. Parfois, ils sont simplement plus honnêtes quant à ce qui les effraie. Il lâcha brusquement le garçon, puis se tourna vers la porte. Vous avez tous les deux pris votre décision, je vois. Mais quoi que vous en pensiez, la mort du révérend n'avait rien à voir avec moi. Il était malade, tourmenté, peut-être, mais pas assassiné. Tourmenté, répéta Lake. Par quoi, exactement? Pembroke hésite, puis rit d'un rire creux et défait. Demande à ton village. Ils savent tout, ils savent toujours. Il les laissa là, l'écho de ses pas s'estompant dans les couloirs étroits au-delà. Lake soupira. On chasse les fantômes, Miss Marple. Des ragots, des rubans et de la fumée. Il me faut du solide. Elle le regarda avec un amusement patient. Les choses solides s'effondrent, inspecteur. Seules les ombres conservent leur forme. Vous le découvrirez quand la vérité éclatera au grand jour. De retour à son chalet, la journée se déroula dans un silence pesant. Le facteur arriva avec son indifférence habituelle, mais parmi les enveloppes se trouvait une enveloppe adressée d'une main familière, celle de Madame Finch. Elle contenait un bref mot et un morceau de tissu déchiré. « J'ai trouvé ceci sous le fauteuil du révérend. Je n'ai pas voulu le dire à la police. Je pensais que vous sauriez ce que cela signifie. » Le tissu était en laine foncée, brodé de fines initiales P. Elle, Miss Marple, le plaça à côté du bouton de manchette en argent et du ruban. Sa collection de témoins silencieux. « Des schémas » murmura-t-elle.
Toujours le même schéma, les gens respectables font ce que la passion leur interdit d'admettre. Dehors, les cloches de l'église commencèrent à sonner pour l'office du matin, leur son calme et constant. Pourtant, en tendant l'oreille, Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange, une pause entre le deuxième et le troisième coup, une hésitation si légère qu'elle aurait pu être mécanique. Mais pour elle, cela ressemblait à une conscience interrompant un rituel. Elle se leva et glissa le ruban dans sa poche. Trop de questions subsistant encore, mais une, au moins, commençait à prendre forme qui avait eu besoin du pardon, au point de tuer pour l'obtenir, et pourtant n'avait pas eu le courage d'avouer. Son regard se tourna de nouveau vers le presbytère, désormais plongé dans la brume. Dans cette pénombre, ses fenêtres ressemblaient à des yeux vides, attentifs, patients, et loin d'être vides. Les fenêtres du presbytère gardaient leur regard vide, tandis que Miss Marple traversait à nouveau la prairie. Les cloches résonnaient encore faiblement dans la brume. Elles ressemblaient moins à un appel au culte qu'à un rappel, pour ceux qui avaient le cœur coupable, que le jugement avait déjà commencé. Le village s'animait, chaque porte affichant des visages avides de réconfort, mais effrayés par le prix à payer. Au bureau de poste, Madame Hartnell était déjà occupée à distribuer timbres et scandales. Elle fit signe à Mademoiselle Marple d'entrer, l'air de quelqu'un qui s'apprêtait à lui confier quelque chose d'important. « Vous avez entendu dire, bien sûr, commença-t-elle, baissant la voix jusqu'à atteindre le ton précis de l'indiscrétion, que la manécanterie a été fouillée ce matin, l'inspecteur Lake en personne. Il a emporté des papiers, paraît-il. Monsieur Pembroke était blanc comme la craie. Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Je suis sûr que l'inspecteur ne cherche que la vérité, Madame Hartnell. Mais il faut reconnaître que la vérité peut être un sujet délicat. » Madame Hartnell cligna des yeux, incertaine d'avoir été complimentée. « Eh bien, à mon avis, c'est ce bedeau qui est bizarre. Je l'ai vu tôt ce matin acheter du pétrole. Qui allume du feu par ce temps, à moins que ce ne soit pour brûler ce qui ne devrait pas. » Miss Marple inclina la tête pensivement, murmurant quelques mots avant de prendre congé. Elle avait appris depuis longtemps que, dans un village, l'information circulait plus efficacement lorsqu'on laissait croire aux autres qu'on en était la source. Elle trouva l'inspecteur Lake devant le porche de l'église, en train de discuter avec le docteur Haydock. Le visage du médecin était sombre sous le bord de son chapeau. « J'ai terminé. Les analyses, disait-il. Du cyanure, sans aucun doute. Des traces dans la tasse de thé du révérend et sur ses lèvres. Pas beaucoup, mais suffisantes. Rapide et silencieuse, comme une prière à moitié formulée. Lake expira bruyamment. Alors c'est un meurtre. Ni accident, ni erreur. Quelqu'un était assis en face de lui et la regardait mourir. Le regard de Haydock se tourna vers la porte de l'église. « Vous ne trouverez pas la paix dans ce bâtiment, inspecteur. Il est rempli de gens qui ont si souvent prié pour obtenir pardon qu'ils ne le reconnaissent plus. » Il partit, les laissant tous deux plonger dans l'écho de ses paroles. Miss Marple le suivit du regard, l'air légèrement mélancolique. « Il a tout à fait raison, vous savez. Le péché et le chagrin ont la même écriture. Il suffit de s'entraîner pour les distinguer. » Lake esquissa un sourire las. « Et vous, Miss Marple, vous vous entraînez ou vous jouez sur scène ? » « À votre écoute, inspecteur. Toujours à votre écoute. » Ils traversèrent ensemble le cimetière, passant devant des pierres penchées et de doux monticules de mousse. Le brouillard commençait à se lever, révélant le monde en fragments hésitants. Au loin, sur le sentier, se tenait M. Cottrell, le bedeau, penché sur le sol, un balai à la main. Ses gestes étaient délibérés, balayant les feuilles mortes, mais aussi peut-être les traces d'autre chose. Lake cria d'un ton sec. « Cottrell, laisse ça pour l'instant. Il faut examiner le terrain. » L'homme se redressa lentement, ses sourcils pâles frémissant. « Pardonnez-moi, monsieur, mais le révérend n'aurait jamais laissé le chemin de l'église en désordre. L'habitude est dure à perdre. » La voix de Miss Marple était calme, mais elle portait. « Certaines habitudes cachent plus que de la saleté, monsieur Cottrell. Elles peuvent aussi polir la culpabilité jusqu'à ce qu'elle brille comme de la piété. » Il se figea, le balai tremblant légèrement dans sa main. « Vous n'avez pas le droit de dire ça, madame. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas dit que vous l'avez fait, » répondit-elle doucement. « Je dis simplement qu'il faut se garder de confondre service et innocence. » Il marmonna quelque chose d'audible et se dirigea vers la sacristie, laissant derrière lui une légère traînée de gravier perturbé. Lake soupira. Chaque mot ici sonne comme une confession en attente de ponctuation. Miss Marple sourit faiblement. C'est peut-être pour ça qu'ici, les confessions sont si rarement terminées. À midi, le village avait retrouvé son rythme habituel, même si une étrange solennité y planait,
comme si l'air lui-même était à l'écoute. Miss Marple prend le thé au presbytère, temporairement sous la garde d'un agent de police, sa tasse posée sur le plateau qui avait autrefois contenu le thé fatal. La pièce semblait étrangement vivante, telle une scène attendant l'acte suivant. L'inspecteur Lake la rejoignit au bout d'un moment, un registre sous le bras. « Les relevés bancaires du révérend, dit-il en le posant sur le bureau. J'ai retrouvé ces 50 livres. Il les a retirés à Melchester, la veille de sa mort. La moitié est manquante. Peut-être un paiement, murmura Miss Marple, le regard perdu dans le vide. Ou une promesse. Il fronça les sourcils. Une promesse ? Oui, dit-elle doucement. Les promesses sont une forme de monnaie, inspecteur. Elles coûtent souvent plus cher à tenir que de l'argent. Avant que Lake puisse répondre, la porte grinça et Madame Finch apparut, tordant son tablier. « Excusez-moi, monsieur. C'est seulement j'ai pensé que vous devriez voir ceci. » Elle tendit un morceau de papier à musique, les bords brunis par le feu. Je l'ai trouvé près du poêle de la sacristie. J'ai trouvé ça bizarre, car ce n'est pas un de nos cantiques. Lake le déplia soigneusement. Le titre, bien que signé, était lisible hymne au repentir, arrangement de L. Pembroke. Dans la marge de la main du révérend, on pouvait lire ces mots discrets à chanter en privé. Miss Marple se leva, le regard soudain alerte. Un choix de mots étrange. Les hymnes privés sont rarement sacrés, ce ne sont que des confessions déguisées. Lake l'observa, mal à l'aise. « Tu crois que c'était du chantage ? » « Je pense, dit-elle doucement, que le pardon était en cours de répétition et que quelqu'un a décidé de mettre fin à la représentation avant qu'elle n'atteigne son dernier couplet. La lumière de l'après-midi baissa, tandis que des nuages lourds et bas s'amoncellent à nouveau. De quelque part au-delà de l'église, un faible chant flottait dans l'air, des voix d'enfants répétant un hymne. Une note vacilla, se brisa, puis s'arrêta. Le regard de Miss Marple se porta vers le son, son expression indéchiffrable. « Il y a toujours une voix, dit-elle doucement, qui trahit l'harmonie. » Lake se retourna brusquement. « Tu veux dire Pembroke ?» Mais elle ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la porte de l'église, où le bedeau se tenait maintenant, immobile, les observant tous deux. Le balai avait disparu. À sa place, il tenait une lettre pliée, dont le cachet de cire avait été brisé. Il était pâle comme la cire d'une bougie. « J'ai trouvé ceci en chair, balbutia-t-il. Je ne voulais pas être indiscret, mais c'est adressé à vous, Miss Marple. » Lake tendit la main vers le livre, mais Miss Marple le prit en premier, le dépliant avec un soin délicat. L'écriture était tremblante, incertaine, mais il s'agissait sans aucun doute de l'écriture du révérend. Une seule ligne était lisible au milieu des taches. « Si la repentance échoue, je dois m'en remettre à votre discernement. Le péché ne se trouve pas là où tous le croient. » Sa main trembla légèrement avant qu'elle ne la replie. « Merci, monsieur Cottrell, dit-elle. » Il baissa la tête et recula dans l'ombre, la porte engloutissant tout entier. La voix de Lake était calme. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Miss Marple regarda vers l'église où les chants avaient repris, plus fort cette fois, presque provocateur. « Cela signifie, inspecteur, dit-elle enfin, que quelqu'un dans ce village a pris le salut pour le secret, et maintenant, il faut savoir lequel est lequel. » La dernière note du chant du chœur s'estompa, tel un écho fragile qui semblait trembler dans la brume. Miss Marple resta là où elle était, la lettre du révérend pliée dans son gant, son poids étant curieusement moral plutôt que matériel. Les mots, le péché ne réside pas là où tout le monde le croit, se mouvaient dans son esprit comme des ondulations sur un étang, silencieuses mais persistantes. L'inspecteur Lake se tenait à côté d'elle, le regard fixé sur la porte de l'église qui avait englouti la silhouette du bedeau qui s'éloignait. « Vous pensez à quelque chose, Miss Marple ? Je le vois bien à votre respiration haletante. » Elle sourit faiblement. « Je me demandais simplement, inspecteur, à quel point le péché et le service peuvent se ressembler sous un éclairage approprié. » Il fronça les sourcils. « Je préfère une faute flagrante à ta poésie, n'importe quand. Découvrons ce que cet homme cache. » Ils entrèrent dans l'église, où l'air vibrait encore faiblement du chant. Les garçons étaient tous partis, laissant derrière eux des feuilles de cantiques éparses et une légère odeur de cire de bougie. Une seule lampe brûlait près de la chaire, où Cottrell se tenait quelques instants plus tôt. Sur son rebord reposait à nouveau le balai, soigneusement rangé, presque avec révérence, comme si l'homme souhaitait prouver son innocence par la propreté. Lake s'avança le premier, scrutant les bancs, la porte de la sacristie, les marches de la chaire. Il a disparu. Mais il n'y a pas longtemps. L'attention de Miss Marple fut attirée par le sol sous le pupitre. Là, à moitié dissimulé par la moquette cramoisie, gisait un petit carré de parchemin, le coin d'une enveloppe brûlée,
dont le seau de cire avait fondu jusqu'à former une lyre, le même symbole qui ornait le bouton de manchette et le bouton de laiton. Elle s'accroupit délicatement, la voix calme. « Encore de la musique, inspecteur. Elle nous suit comme un refrain. » Lake empocha le fragment. La marque de Pembroke, sans doute. Mais quel intérêt aurait son sceau sur la correspondance de l'Église? Peut-être, dit doucement Miss Marple, que l'harmonie du chœur s'étendait au-delà de ces notes. Ils se dirigèrent vers la sacristie. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un courant d'air agitait les papiers sur le bureau. Un encrier à moitié vide s'était renversé, laissant une tache sombre qui ressemblait désagréablement à une culpabilité figée. Par terre, un cadre photo gisait, face contre terre. Lake le retourna. À l'intérieur, la photo du révérend et de M. Pembroke, prise pendant la fête de Pâques, tous deux souriants, bien que l'expression du visage du vicaire fût tendue, comme s'il avait été invité à répéter la sérénité. Entre eux se tenait une femme d'âge mûr, posée et étrangement familière. Madame Pembroke murmura Lake. « Je l'ai rencontrée une fois à Melchester. Elle est morte il y a 2 ans. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. Le veuvage peut faire des saints chez certains et des menteurs chez d'autres. Peut-être étaient-elles les deux de son vivant. Tandis qu'ils examinaient le bureau plus en détail, la main de Lake s'arrêta sur un morceau de parchemin plié, coincé sous un livre de psaumes. L'encre était passée, mais lisible. Avec modération. Pouvait-on y lire, de peur que la grâce ne devienne une performance? En dessous, les mêmes initiales, LP, Miss Marple l'examint pensivement. Un avertissement, peut-être, ou une supplication. On écrit souvent ses confessions dans la langue qu'on estime la moins susceptible d'être lue. Un bruit de mouvement interrompit sa réflexion. Un pas lent et posé sur le plancher de la galerie. Lake fit signe au silence, puis gravit l'étroit escalier, Miss Marple la suivant de près. L'air se rafraîchit, teinté d'un parfum de vieux recueils de cantiques et de bois humides. Au sommet, la galerie s'ouvrait comme une scène cachée au-dessus de la nef. Des ombres s'étalaient sur les bancs en contrebas. Une silhouette se tenait près de l'orgue, le dos tourné, les épaules voûtées sur les touches. Monsieur Pembroke appelait Lake. L'homme se retourna, surpris, le visage pâle et tiré. « Inspecteur, mademoiselle Marple, je ne vous ai pas entendu entrer. Tu as été très occupé, dit Lake sèchement en désignant le banc d'orgue ouvert. À l'intérieur se trouvait une pile de lettres calcinées, coincées entre les tuyaux. Tu essayes de composer un dernier morceau? Le rire de Pembroke fut bref et amer. Tu donnes l'impression que c'est théâtral. Mais tu ne comprends pas. Il me ruinait. Le révérend, il a menacé de révéler quelque chose qui n'était pas vrai. Fausse accusation? Le ton de Lake était sceptique. Non, dit Pembroke d'une voix tremblante. Pas faux, pas tout à fait. Il voulait dire à l'évêque que j'avais abusé d'une personne de la paroisse, une femme en difficulté. Mais ce n'était pas le cas. Je l'avais seulement aidé. Je lui avais prêté de l'argent. Il avait tout transformé en péché. Miss Marple le regarda en silence. Et vous avez brûlé sa lettre parce qu'elle vous faisait peur? Ses yeux se posèrent sur les siens, hantés. Parce que c'était la miséricorde que je voulais, pas l'exposition. La miséricorde, répéta-t-elle doucement. Une forme dangereuse de pardon, quand on s'auto-administre. Lake s'approcha. Où étais-tu la nuit de sa mort? Je te l'ai dit, j'étais à la chorale. Je n'en suis jamais parti. Le ton de Miss Marple était doux, et pourtant, la lyre de votre bouton de manchette a fini par atterrir sur le sol du presbytère. Il hésite. Il m'avait emprunté mon manteau la veille. Il était accroché à sa porte. N'importe qui aurait pu le toucher. En effet, dit-elle, et les manteaux, comme les consciences, peuvent être portés par les mauvaises personnes. Un bruit en contrebas interrompit leur conversation. La porte de la sacristie claqua, suivie de pas précipités. Lake se retourna, jurant entre ses dents, et descendit aussitôt. Miss Marple le suivit plus lentement, ne s'arrêtant qu'une fois pour jeter un coup d'œil au banc de l'orgue, où la dernière lettre brûlait encore faiblement. Elle la pinça de sa main gantée, la plia soigneusement et la glissa dans sa manche. Lorsqu'elle atteignit la nef, la porte était grande ouverte, et l'air froid s'engouffra dans la verdure. Lake était dehors, scrutant le brouillard. « Encore Cotterell, dit-il d'un ton sombre. Il court. Madame Finch l'a vu se précipiter vers le porche. Les yeux de Miss Marple se plissèrent, pensive plutôt que alarmée. Fuir ne résout que rarement les choses, inspecteur. Cela ne fait que déplacer la culpabilité vers une autre direction. Il regarda vers l'église. Tu crois que c'est lui? Son regard se porta sur la chaire, où le dernier sermon du révérend était plié sur le pupitre.
son titre étant écrit à l'encre de sa main prudente sur la miséricorde du silence. « Je pense, dit-elle doucement, que nous poursuivons l'écho du même péché, mais joué dans des tonalités différentes. » Une rafale de vent fit trembler les vitraux, et pendant un bref instant, la lumière perça, éclairant le banc où le vicaire s'était assis. Elle scintilla contre un objet métallique un autre bouton, jumeau du premier, bien en vue. Miss Marple se pencha et le ramassa, ses doigts se refermant autour du petit emblème de la lyre. « La mélodie, murmura-t-elle, est presque terminée. » La petite lyre en laiton brillait dans la main de Miss Marple, sa surface polie reflétant la lumière froide qui filtrait à travers le vitrail. L'inspectrice Lake l'observait avec une sorte d'admiration méfiante, consciente désormais qu'à chaque fois qu'elle regardait quelque chose d'aussi trivial qu'un bouton, elle ne voyait pas de tissu, mais un motif. Dehors, les cloches de l'église s'étaient tues, laissant l'air étrangement immobile, comme si le village tout entier guettait la prochaine révélation. Il rompit le silence le premier. Encore un ornement de Pembroke, sans doute. Il est tissé ici comme un fil abîmé. Les yeux pâles et distants de Miss Marple examinèrent le bouton. Un mauvais fil, certes, mais pas celui qui maintient le vêtement. Parfois, inspecteur, le point le plus solide se cache sous l'ourlet. Avant que Lake puisse répondre, un mouvement à la porte de l'église attira leur attention. Madame Finch se tenait là, le visage bouleversé, son tablier serré dans les mains. « Vous me pardonnerez d'avoir fait irruption, monsieur, mais le bedeau, monsieur Cottrell, est parti. Son logement est vide. La logeuse dit qu'il a fait ses valises à l'aube. » Lake jura doucement. « Autant pour la piété. C'est notre homme, Miss Marple. Je ferai surveiller les routes avant qu'il n'arrive à la gare. » Mais elle resta immobile, l'air serein. « Vous constaterez peut-être, inspecteur, que les coupables fuient moins la justice que la mémoire. Ils retournent souvent là où ils craignent le plus. » Lake fronça les sourcils, mais ne dit rien. Il donne des instructions aux policiers et sort à grands pas, laissant Miss Marple à ses pensées. Elle s'approcha du premier banc et s'assit, le bouton dans sa main. La lumière matinale s'était adoucie, se diffusant à travers les vitraux, si bien que chaque couleur semblait vaguement triste. Le village, pensa-t-elle, ressemblait à une vieille courte pointe paroissiale où chaque carré était soigneusement cousu pour cacher les taches. De quelque part au-delà de la sacristie parvient le faible grincement d'une porte, suivi d'un grincement métallique. Miss Marple se leva doucement, d'un pas léger, son intuition soudain aiguisée par le rythme inimitable de l'intention humaine. Elle traversa la nef et s'arrêta au seuil de la sacristie. M. Pembroke se tenait là, lui tournant le dos, un petit coffre ouvert sur le bureau devant lui. À l'intérieur, sous des draps pliés et des recueils de cantiques, se trouvaient plusieurs enveloppes ficelées. Il ne l'entendit pas entrer avant qu'elle ne prenne la parole. « Vous trouverez la vérité plus douloureuse à porter que ces lettres, M. Pembroke. » Il se retourna, la culpabilité à vif. « Mademoiselle Marple, ce sont mes papiers. De la vieille correspondance. Rien à voir avec le révérend. » Sa voix était douce. « Alors pourquoi, je me demande, sont-ils signés de la main du vicaire ?» Il hésita, puis baissa les yeux. Il gardait tout, chaque erreur, chaque confession. Il disait que le pardon n'avait de sens que si l'on se souvenait de ce qui avait été pardonné. Un sentiment admirable, dit-elle doucement, jusqu'à ce que le gardien de ses souvenirs oublie sa propre humilité. Il la fixa, les yeux brillants d'une lueur de colère désespérée. « Tu crois que je l'ai tué, mais tu te trompes. Il est venu chez moi ce soir-là. Il voulait que je détruise ses lettres. Il a dit qu'elles étaient dangereuses, la preuve du péché d'autrui, pas du mien. J'ai refusé. Je pensais qu'il voulait les utiliser contre moi, mais maintenant je comprends. » Miss Marple s'approcha. « Vous voyez, peut-être, qu'il craignait d'être exposé, non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un qu'il aimait. Il n'y a pas de motif plus pur pour garder le secret. » Avant qu'il puisse répondre, des pas résonnèrent dans le passage. Lake revenait d'un ton sec. « On a des nouvelles. Cottrell a été aperçu près du sentier de la rivière, se dirigeant vers le pont. » Pembroke leva brusquement les yeux. « Le pont ?» Mais ces Miss Marple étaient déjà en mouvement. « Oui, monsieur Pembroke, le lieu de recueillement préféré du vicaire, n'est-ce pas ?» Ils traversèrent précipitamment le cimetière, traversèrent la verdure et descendirent sur les 3 chemins qui menaient au ruisseau du moulin. La brume s'était dissipée, mais n'avait pas disparu. Elle flottait comme un voile sur les roseaux. Devant eux, la silhouette d'un homme se tenait immobile sur le pont. « Cottrell !» cria Lake. « C'est fini. Tu n'as nulle part où aller. » Le bedeau se retourna lentement. Son visage était pâle, son expression étrangement sereine. « Terminé ? » « Oh non, inspecteur, ce n'est que le début. »
La voix de Miss Marple était douce, malgré un regard perçant. « Inutile de fuir, monsieur Cottrell. La mort du révérend a déjà révélé bien plus de choses que n'importe quel homme vivant ne pourrait le faire. » Il la regarda en tremblant. « Tu ne comprends pas. J'essayais seulement de le protéger. Il avait écrit à l'évêque pour lui raconter ce qu'il avait fait. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Cela aurait détruit la paroisse. Qu'est-ce qu'il a fait ?» Le ton de Lake était dur. Les mains de Cottrell serraient la rambarde du pont. Il avait pris de l'argent, des fonds de l'église, disait-il, mais c'était pour elle, pour la femme de Melchester, celle contre laquelle il pensait avoir péché. Il voulait réparer les torts, la ramener. Son souffle trembla. Quand je lui ai dit que c'était sans espoir, qu'elle était partie, il a craqué. Il a dit que le pardon était pour les autres, pas pour lui. Je lui ai seulement donné le thé. Je n'ai jamais su. Ses paroles se transformèrent en un sanglot étranglé. Lake s'approcha prudemment. « Tu lui as donné le thé ?» Cottrell hocha la tête. Il avait l'air si fatigué. « Je lui ai servi. Je ne savais pas que c'était empoisonné. » L'expression de Miss Marple s'adoucit, même si son esprit réfléchissait déjà aux implications. Et pourtant, quelqu'un a placé le poison là, monsieur Cottrell. Quelqu'un qui savait précisément quand vous arriverez. Les yeux du bedeau s'écarquillèrent. « Tu veux dire ?» Mais elle ne répondit pas. Son regard se porta vers la ruelle derrière eux, où résonnait le léger bruit des roues de vélo sur le gravier, un rythme délicat et posé qu'elle avait déjà entendu. Lake suivit son regard. Qui est-ce ? Le cycliste était encore loin, telle une ombre se déplaçant dans le brouillard. La voix de Miss Marple était calme, presque triste. « La mélodie revient, inspecteur. Je crois que la dernière note va être jouée. » La silhouette se rapprocha, l'emblème de la lyre scintillant faiblement sur son manteau. Les roues du vélo tournaient sans bruit sur la voie embrumée, son cycliste émergeant telle une apparition du voile de brume. L'espace d'un instant, les trois silhouettes sur le pont restèrent figées, l'inspecteur figé par la vigilance, le bedeau tremblant, et Miss Marple calme comme si elle avait anticipé cette arrivée dès le premier coup de cloche de l'église. Le cavalier mit pied à terre à quelques mètres. C'était Madame Price Ridley, dont la précipitation avait défait son armure habituelle de bienséance. Ses mains gantées tremblaient, tandis qu'elle se redressait, et la faible lueur d'une agrafe en forme de lyre sur son manteau reflétait la faible lumière matinale. Elle semblait, pour une fois, plus petite que sa réputation, un monument vieillissant à la dignité désormais fissurée à sa base. « Inspecteur, dit-elle à bout de souffle, vous ne devez pas croire les mensonges de cet homme. C'est lui qui a déshonoré la paroisse. Il a volé l'église et répandu de mauvaises rumeurs. Je suis venu mettre un terme à tout cela avant que la honte ne s'aggrave. » Le ton de Lake était dur. « Vous êtes arrivé à point nommé, Madame Price Ridley, juste à temps pour entendre votre nom murmuré. » Ses yeux brillaient d'une défiance fragile. « Mon nom, inspecteur, est murmuré dans ce village depuis 30 ans, et toujours par ceux qui sont trop envieux pour le prononcer. Mais ce scandale, je ne le tolérerai pas. » Miss Marple l'observa silencieusement, remarquant ses lèvres tremblantes, sa poitrine haletante et la faible trace d'eau de lavande, le même parfum qui persistait sur le ruban que Madame Finch avait trouvé. « Ce doit être bien difficile, dit-elle doucement, de voir ces bonnes actions prises pour de la vanité, et encore plus difficile quand l'affection doit se déguiser en devoir moral. » Le visage de Madame Price Ridley pâlit. « Pardon ? Seulement cette gentillesse, lorsqu'elle n'est pas reconnue, peut parfois devenir toxique, répondit doucement Miss Marple, un peu comme du thé infusé trop longtemps. » L'inspecteur lui lança un regard rapide et hésitant, mais le regard de Miss Marple ne quitta pas la femme devant elle. « Voyez-vous, je crois que la compassion du révérend était devenue quelque chose que vous ne pouviez ni supporter ni pardonner. Il vous aimait, à sa manière, mais peut-être pas comme vous le souhaitez. Et lorsqu'il a cherché à se confier à l'évêque, vous avez craint que cette confession ne révèle plus que sa propre faiblesse. » Madame Price Ridley émit un petit rire étranglé. « C'est absurde, cet homme était un saint. »« Les saints, dit Miss Marple à voix basse, sont souvent les plus aimés de ceux qui souhaitent être leur sauveur. » Le brouillard s'épaissit, s'enroulant autour d'eux comme les plis d'un rideau avant l'acte final. Lake s'avança. « Tu dis qu'elle l'a tué, par jalousie ?» Miss Marple secoua la tête. « Pas de jalousie, inspecteur. La pitié est bien plus dangereuse. » Madame Price Ridley plaignait les remords du vicaire, les ragots qui obscurcissaient ses visites nocturnes, la honte d'un secret qu'elle avait elle-même contribué à perpétuer. Mais la pitié, une fois meurtrie par l'orgueil, devient une vengeance en apparence respectable. Les mains gantées de Madame Price Ridley se crispèrent sur ses flancs. « Vous déformez tout, Miss Marple.
Je n'ai rien fait qu'une chrétienne n'aurait pas fait. En effet, dit doucement Miss Marple, sauf peut-être pour laisser la conscience d'un homme sans assistance. Les yeux de Lake se plissèrent. Le poisson, alors il venait d'elle. Les provisions de la maison étaient sous la responsabilité de son comité pour les préparatifs de la fête, expliqua Miss Marple. Le cyanure pour préserver les collections botaniques. Quand le révérend vint la voir ce soir-là, elle prépara le thé elle-même. 2 tasses, car les apparences l'exigeaient. Mais il but seul. Elle avait peut-être seulement voulu l'effrayer. Pourtant, le remords, le sien et le sien, lui constituaient un allié mortel. Le vent agitait la surface de l'eau en contrebas, projetant des fragments de ciel. Le sang-froid de Madame Price Ridley se brisa, des larmes brillaient, mais refusèrent de couler. « Tu crois que je voulais sa mort ? Je voulais seulement le silence. Il était déterminé à se détruire. Il disait que la confession le purifierait. Je le lui ai dit, personne dans ce village ne veut être purifié, seulement une apparence pure. » Sa voix se brisa. Il m'a alors souri, comme si j'avais confirmé son sermon, et bu le thé. L'expression de Lake se transforma en pitié. « Tu aurais pu nous prévenir plus tôt. » Elle se détourna, agrippée à la rambarde, et être appuyée en retour. La respectabilité ne se ressuscite pas si facilement, inspecteur. Mieux vaut laisser mourir un saint qu'une réputation. La voix de Miss Marple, bien que tendre, exprimait une autorité tranquille. Vous vous souvenez peut-être, ma chère, qu'un péché caché est rarement pardonné, même par soi-même. Pendant un long moment, personne ne parla. L'eau sous le pont s'écoulait lentement, la brume s'éclaircissant enfin, comme lassée par la dissimulation. Lorsque l'inspecteur s'avança pour emmener la femme, elle ne résista pas. Elle murmura simplement « Je parlais de miséricorde, Miss Marple. Miséricorde. » Le regard de Miss Marple la suivit tandis qu'on la conduisait dans le chemin, silhouette frêle se fondant dans le lointain. « Oui, murmura-t-elle, mais la miséricorde sans vérité est le plus cruel des poisons. » Le bedeau resta près de la balustrade, la tête baissée, murmurant des prières. Lake l'observa un instant, puis dit doucement « Vous aviez raison dès le début, Miss Marple. Un meurtre moral. » Elle sourit faiblement. « C'est généralement le cas, inspecteur. La force physique est si rarement nécessaire quand la vertu suffit. » Lorsqu'ils revinrent dans la verdure, le brouillard s'était entièrement dissipé. Les chaumières luisirent d'une pâleur livide sous le soleil de l'après-midi, leurs rideaux tremblant d'une curiosité qui allait bientôt se muer en commérage. Le presbytère était redevenu silencieux, son portail oscillant au gré du vent, le silence régnant désormais comme une forme de paix plutôt que de dissimulation. Madame Finch les attendait sur le chemin, s'essuyant les mains sur son tablier. « Alors, c'est fini, Miss Marple ? » « Pour l'instant, dit-elle, même si l'on peut imaginer que la paroisse continuera à clamer son innocence pendant encore un certain temps. » La femme de ménage fronça les sourcils. « Vous répétez, madame ? » « Bien sûr, répondit Miss Marple d'un ton léger. « La culpabilité et la vertu sont 2 choses qui se jouent, Madame Finch. Seul le public change. » Ce soir-là, dans son cottage, Miss Marple dépose les derniers objets de la mallette sur son bureau. Le ruban, le bouton de manchette, les 2 boutons. Chacun brillait faiblement à la lumière de la lampe, vestige d'une tragédie trop polie pour se nommer. Elle resta assise un moment, pensant non pas à la punition, mais à la fragile civilité qui tenait lieu de bonté dans des lieux comme St. Mary Windham. De l'église parvint le faible son du chœur répétant une fois de plus le même hymne que le révérend avait choisi, qui montera sur la colline du Seigneur. Les voix étaient désormais plus pures, plus stables, comme si une discorde invisible s'était enfin résolue. Miss Marple plia la lettre du révérend et la rangea délicatement dans son tiroir. Le péché, songea-elle, n'était pas là où tout le monde le croyait. Il ne l'avait jamais été. Derrière chaque vertu se cachait une ombre, faible mais indélébile, aussi vieille que la nature humaine, et 2 fois plus habile à se déguiser. Elle tira le rideau, éteignit la lampe et, un instant, observa le silence s'installer sur la verdure. Le silence au-delà du presbytère, enfin, était sincère.